La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Le 19e siècle canadien-français a mauvaise réputation, surtout si on pense aux décennies qui suivent la défaite des Patriotes. On l'assimile avec raison à l'univers de la survivance. Mais qu'en comprenons-nous vraiment? Parvenons-nous à comprendre les hommes et les femmes qui ont traversé cette époque? Pour parler de cela, aujourd'hui, je reçois l'historien Éric Bédard, auteur du livre Survivance, Histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français, qui est un recueil d'études consacré justement à ce 19e siècle, aux enjeux historiques qu'il traverse et d'une certaine manière qui nous interpelle sur la condition québécoise présente un peu plus d'un siècle et demi plus tard. Alors, Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord et avant tout, merci de votre présence ici. Une question toute simple pour commencer cette discussion. Votre ouvrage est consacré au thème survivance au 19e siècle canadien-français. Est-ce qu'on a quelquefois l'habitude, en histoire, mais pas seulement, de faire commencer les siècles, pas nécessairement aux dates entendues, c'est-à-dire 1800, 1900, 2000. Est-ce qu'on pourrait dire que le 19e siècle canadien-français commence après l'acte d'union, commence en 1840, commence en 1841? Oui, j'ai l'impression que oui. En tout cas, mes intérêts pour le 19e siècle, c'est sûr, collent davantage avec cette période qui va suivre les rébellions. C'est comme si ce qui venait avant, c'était comme un élan, l'élan qui commence avec la naissance du Parti canadien en 1806, les différentes doléances de ce parti qui se transforment avec les 92 résolutions et l'espèce de dénouement un peu tragique de 1837-38, que tout ça, au fond, c'est d'un même pain, mais qu'après venait quelque chose d'autre. Et je pense que les gens de l'époque ont senti ça ont senti ça de la même façon. Il y avait là une espèce de, on venait de frapper un mur, là. Vous évoquez, c'est le titre de l'ouvrage, La survivance. Alors, il y a un essai qui clôt l'ouvrage, en quelque sorte, et vous cherchez à définir, vous me direz si c'est le bon terme, mais la psychologie et la politique du survivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise le survivant? Et surtout, ce qu'on comprend quand vous avancez ce concept donc la survivance, on connaissait le survivant, le concept, donc personnalise, incarne ça à la manière d'un type historique. Et vous l'utilisez en contraste avec une autre figure qui était très présente dans le Québec des années 60-70, qui était la figure du colonisé. Vous semblez très sévère à l'endroit de la figure du colonisé, vous me direz pourquoi. Et ensuite, comment distinguons-nous, dans cet ouvrage, comment distinguez-vous la figure du survivant et celle du colonisé? Alors, c'est comme si j'esquisse quelque chose qui mériterait de faire l'objet d'un essai probablement en lui-même et pour lui-même par un Jean Boutillette qui aurait aujourd'hui 30 ans ou 35 ans. Parce que moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec le concept de coloniser parce que il nous venait d'abord de penseurs qui avaient réfléchi ce concept-là dans des pays qui avaient été frappés par un colonialisme beaucoup plus violent que ce qu'on a pu connaître ici. Et je veux rien enlever à ce qui s'est passé ici, mais ça n'a rien à voir avec les pays du tiers-monde, avec, l'Algérie, les pays du Maghreb, l'Indochine et tout ça. Et ça nous venait aussi de personnages comme Frantz Fanon, Albert Memmi, souvent, qui avaient une formation en psychiatrie et qui décrivaient un type psychologique, colonisé, et un type psychologique, une façon d'être au monde. Et le colonisé, au fond, ne sait pas qu'il est colonisé. J'entendais Christian Saint-Germain vous le répéter à votre micro. Donc, ne sait pas. C'est une sorte de conditionnement. Ça vient un peu à son insu. Et tout ça est provoqué par une perte, une aliénation nationale, sociale. Bon. Mais c'est justement cette idée que il n'est pas conscient et que donc il faut qu'il soit guéri. Donc on n'est plus dans la politique, on est dans une sorte de grande thérapeutique politique et sociale pour guérir ce colonisé. Il faut lui administrer une sorte de thérapie de choc. Et tout ça peut déboucher sur des idéologies très autoritaires. Quand le peuple ne sait pas qu'il ne va pas bien et qu'il faut le guérir contre son gré, on sait ce que ça a donné au 20e siècle, ce type d'analyse. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça, parce que j'ai toujours eu l'impression que les Canadiens français, c'est un peu ce que révèle aussi l'historiographie, étaient assez conscients de leur situation d'infériorité économique et politique, même si elle était refoulée aux marges, on en reparlera.
Et donc, le survivant versus le colonisé, c'est-à-dire que le survivant, il est conscient que son rayon d'action est beaucoup plus limité. Il est conscient que son destin est lié à une communauté qui n'a pas le haut du pavé, qui est fragile. Et ça l'amène à faire preuve d'une grande prudence dans ses actions, dans ses gestes, puisque c'est un peu comme un château de cartes. Tout pourrait s'effondrer rapidement si on enlève une carte au milieu. C'est ma perception. Donc, un jour, j'aimerais que peut-être quelqu'un qui aurait à la fois une formation en histoire, en sciences politiques, mais aussi en psychologie, nous propose un portrait du survivant. C'était l'article de Louis Cornelier sur mon livre. Un portrait du survivant, en effet, pour peut-être un peu le distinguer des analyses datées, on peut le dire quand même, des années 60 sur le colonisé. Je vous relance néanmoins sur cette question. À vous lire, on comprend tout à fait que dans la deuxième moitié du 19e siècle, les Canadiens français, le terme de survivant convient bien davantage que celui de colonisé. Cela dit, si on reporte ça à un siècle, c'est-à-dire quand il y a une conscience réelle de la fragilité provoquée par la défaite militaire, par l'union, par le sentiment de précarité, on trouve ça dans le discours, je crois, final, les textes finaux de Garneau dans son Histoire du Canada, du Canada. Mais est-ce que le concept de coloniser a été utilisé historiquement pour penser le 19e siècle canadien-français, ou est-ce qu'il ne cherche pas à penser surtout le Canada français après l'industrialisation, après la soumission à une modernité qui le déculture d'une autre manière, pour le dire ainsi? Donc, est-ce que le concept de coloniser a pas été surtout pensé pour appelons ça la période, on pourrait dire 20, 30, 40, 50. Vous évoquez d'ailleurs le fait que le concept nous vient d'auteurs d'extrême gauche, une forme de certain socialisme, mais est-ce qu'il n'est pas aussi présent indirectement, par exemple, dans l'œuvre de Groulx dès les années 20, les années 30? Mais à ce moment-là, c'est une forme d'aliénation ouvrière qui est généralisée chez tous les damnés de la terre. C'est pas propre aux Québécois ou aux Canadiens français. En effet, c'est une réalité qu'on voit, cette aliénation qui est bien montrée dans la dramaturgie québécoise des années 60, mais elle n'est pas proprement canadienne-française. Elle découle d'une forme d'infériorité économique. C'est que on utilise constamment ce terme, et vous qui êtes sensible justement au rapport au passé, c'est dans vos thèmes que évidemment privilégiés, c'est que le problème avec le colonisé, le Canadien français colonisé, c'est que ce qui s'est passé durant les années 60, c'est qu'on a voulu rompre avec ce Canadien français colonisé, et ce faisant, on a créé une sorte de rupture très grave, à mon avis, dans notre mémoire longue du Québec, et ça nous a déracinés, ça nous a justement aliéné un passé, et la nature ayant horreur du vide, on a voulu remplir ce vide par une forme de progressisme providentialiste des années 60 et 70, qui moi m'a toujours mis un peu mal à l'aise, non pas parce que je suis contre l'État-providence, j'en ai tiré largement parti, moi qui suis issu d'un milieu modeste, mais parce que ça nous coupait d'une signification plus profonde, à mon avis, du mouvement national et souverainiste. Vous évoquez dans l'ouvrage, donc dans ce 19e siècle canadien-français, une politique qui s'écrit sous le signe à l'encre de la prudence, pourrait-on dire. Vous avez des figures comme Cauchon, comme La Fontaine, et ainsi de suite. Des figures qui se dégagent et qui, dans le contexte historique qui est leur, pourrait être aisément désespéré. C'est-à-dire, quand on pense aux suites de l'Union, à l'échec des patriotes, on peut concevoir que, à tout le moins, quand on regarde ça avec des yeux d'aujourd'hui, on se demande comment ils ont fait pour survivre. La tentation, le sentiment que tout est peut-être fini entre certains d'entre eux d'ailleurs. C'est le cas de Parent pendant quelques semaines, quelques mois. Et pourtant, ils ne désespèrent pas. Pourtant, c'est ce qui ressort, me semble-t-il, vous me corrigerez, mais les portraits que vous nous faites, très rapidement, on devine qu'ils sont pas très heureux, mais ils ne désespèrent pas, puis ils disent on va chercher à faire quelque chose avec la situation présente. Comment expliquez-vous cette capacité de rebond qui en est une, et surtout quel programme se donneront-ils dans les années qui suivent, en fait dans le début du 19e siècle canadien-français qui commence après l'Union? Ouais. D'abord, les années 40, il y a toute une portion de la population qui semble angoissée, anxieuse des événements, mais aussi des transformations plus profondes de la société qui se produit à partir des années 40. Les historiens parlent d'une lente transition vers une économie industrielle, capitaliste.
Pardon, le premier rapport sur l'exode des Canadiens français vers les États-Unis est rendu public en 1849. Donc, il y a tout un segment de la population qui trouve dans le religieux une sorte de réponse à ses angoisses. Donc, à défaut de déboucher ou d'ouverture politique, le religieux devient un lieu de repli, en quelque sorte? Exactement, un genre de lieu de repli, mais aussi ça exalte beaucoup de gens parmi la jeunesse, faute de débouchés. Bon, alors ça me semble assez clair que le religieux a joué un rôle compensatoire, un rôle de repli, mais aussi a exalté un certain nombre de jeunes, comme le dit bien Louis Rousseau dans ses travaux. C'est très frappant de voir à quel point l'Église du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, et les jeunes, les prêtres, les frères, les sœurs qui s'investissent. Donc ça, je pense que ça a été une voie qui a permis à plusieurs de reprendre pied. Je ne la juge pas, j'en prends acte. Ensuite, parmi nos élites laïques qui étaient plus intéressées par les questions politiques, on a cherché en effet les voies, mais et là il y a comme deux voies qui se sont dessinées. Mettons que les deux voies les plus extrêmes, c'était écoutez, on lâche pas la lutte de 1837. C'était la voie de l'Institut canadien, les jeunes de l'Institut canadien, et la voie de Papineau lorsqu'il revient de son exil. Donc on continue à réclamer le rappel de l'Acte d'Union et la sortie de l'Empire. Et comment? Mais par l'annexion aux États-Unis. Et de l'autre extrême, vous avez les deux vieux Denis Benjamin, Vigée, Papineau, qui disent non, on va accepter des postes et puis on va essayer de faire avec, on va essayer de travailler à l'intérieur de ça. Et puis au milieu de ça, il y a les réformistes que j'ai étudiés qui disent l'annexion vers les États-Unis, c'est peut-être pas une bonne idée pour toutes sortes de raisons. Ils sont pas très convaincus par la Louisiane, par exemple. Puis de l'autre côté, accepter des postes pour des postes, c'est dans le fond, c'est se coucher, c'est collaborer purement et simplement. Et ils vont aller vers la voie du gouvernement responsable. Alors, il y a visiblement là une lecture, mais là politique très circonstancielle. Et le gouvernement responsable, c'était vu comme, puis en même temps, on est nombreux, nous, dans cette colonie, les Canadiens français, dans cette colonie du Canada uni, on est quand même nombreux, on a pas mal de monde, on compte, on pèse. Et si on veut que le français redevienne légal, si on veut adopter nos premières lois sur nos écoles, si on veut créer des écoles normales, misons là-dessus. Misons là-dessus. C'est comme une sorte de sortie de secours, mais version 1848. À défaut d'avoir mieux, on aura au moins ça. Et donc, oui, donc à la fois, il y a un côté exalté vers le religieux, une sorte de régénération, et puis les prédicateurs qui viennent parcourir nos campagnes dans les années 1840, 41 jusqu'à 45, 46, ce soit Forbin Janson, Chéniky, tiennent le discours un peu de la régénération. Puis c'est comme quelqu'un comme Forbin Janson, par exemple, lui, il ne pense qu'à la Révolution française. Hein. Pour lui, c'est une damnation. Il reprend exactement les mots des vrais réactionnaires, les Joseph de Maistre. C'est un acte du diable. Hein. C'est quelque chose de terrible. On a eu, c'est terrible d'avoir osé remettre en question ce qui était établi par les siècles et par la tradition et par Dieu ultimement. Et donc il fallait se régénérer, se purifier. Et moi je peux imaginer, mais je serais intéressé d'en parler avec des spécialistes de ce réveil religieux, que les gens qui recevaient ça ici pensaient un peu aux rébellions. Hein? On a peut-être été trop loin, on a peut-être été trop loin dans les affrontements. Et je vous dis pas qu'ils avaient raison, mais vous comprenez, ça a peut-être été reçu comme ça. Et donc le religieux permettait une régénération, de passer à autre chose, de penser à autre chose, de se consacrer à des œuvres. Et puis à côté de ça, c'est ça, une élite laïque qui cherche des voies, et donc la voie du gouvernement responsable, mais aussi la voie de l'économie. C'est le début un peu, je dirais, du discours des vraies affaires finalement. C'est-à-dire que la politique, c'est pas une voie de salut très intéressante finalement. C'est la division, c'est l'échec. Alors misons sur l'économie, hein, sur l'éducation, l'économie. C'est dur à imaginer aujourd'hui puisque
Nous, on a vu les résultats un siècle plus tard d'une infériorité économique des Canadiens français, évidente, mais on a oublié que dès le milieu du 19e siècle, les élites étaient très conscientes que c'était un enjeu crucial, qu'il fallait certainement s'y pencher pour améliorer le sort des Canadiens français. Alors, on peut dire d'un côté, dans la mesure où toute société a besoin d'exaltation, quelles que soient les circonstances, à tout le moins, il y a des exaltés dans chaque société qui ont besoin de s'investir dans quelque chose. L'exaltation devient religieuse. Le progrès de la nation est associé à l'économie et finalement, il y a une forme de rétrécissement du politique à la simple gestion des affaires ordinaires et on ne doit plus miser sur le politique pour faire progresser la nation. Exactement. Donc, justement, c'est un peu le sens de mon essai de conceptualisation. Qu'est-ce que c'est la survivance? C'est la survie par les mots, l'essence d'une historiographie, d'une littérature nationale. C'est les vraies affaires. Donc, s'occuper d'économie, occuper de notre territoire, offrir des perspectives à notre jeunesse. On voit là plein de gens qui vont s'activer dans ce sens-là. On peut se moquer de leurs initiatives, mais ils y allaient avec les moyens du bord. Troisième point, l'éclipse de la question du régime. Oui. Ça, pour moi, c'est un élément fondamental de la survivance. C'est-à-dire, on met de côté la question du régime. On ne met plus en cause la question du régime. Et par régime, j'entends à la fois l'exercice de la souveraineté d'un peuple sur un territoire. C'est pas rien. Et ensuite aussi, toutes les institutions politiques. Est-ce qu'on va vers la République, une monarchie constitutionnelle, le régime, au sens vraiment large. Mais mon hypothèse, c'est que lorsque vous écartez la question du régime de l'espace public, vous rétrécissez la politique à de l'administration, à de la gestion. Vous lui enlevez sa dimension tragique et sa dimension existentielle forte. Oui, vous dites d'ailleurs que les grandes figures qui, dans notre histoire, surnagent politiquement, ont suscité la passion, sont celles qui se sont emparées de la question du régime néanmoins. Bien sûr, je crois que c'est Shakespeare qui disait que les grands hommes épousent les grandes querelles. Donc la question du régime, c'est la plus grande des querelles. Mais c'est pas faire de la querelle, mais c'est-à-dire que c'est l'enjeu par excellence du politique. Et si vous l'écartez, mais vous n'écartez pas pour autant le goût pour un dépassement, pour le goût de la jeunesse pour des nouveaux horizons qu'on veut tracer, qu'on veut embrasser. Et donc, dans le cas du Canada français à partir du milieu du 19e siècle, ce trop-plein d'énergie, cette espèce de mystique, va être canalisé vers l'Église et vers une sorte de messianisme, mais qui est un messianisme un peu compensatoire et qui va être relayé par un certain nombre de gens. Et donc, c'est sûr que là, par rapport à notre époque, on peut faire des parallèles. Ouais. Oui, d'ailleurs, je gardais ces questions pour un peu plus tard, mais vous m'y conduisez. Une chose qui frappe vraiment à la lecture, je dirais non seulement de la conclusion, mais ça traîne dans le livre d'une manière ou de l'autre, mais vous le conceptualisez. Vraiment, à la fin, vous nous dites, on va chercher à penser ça sur le signe presque d'une histoire conceptuelle du politique. Vous nous dites, finalement, le Québec d'après les rébellions, enfin, le Canada français d'après les rébellions, il nous ressemble beaucoup, comme s'il y avait des schèmes récurrents dans l'histoire au Québec d'après l'échec de l'indépendance. Et pas seulement 80 ou 95, mais le cycle indépendantiste engagé dans les années 60, engagé intellectuellement peut-être même dans les années 20, mais là, aujourd'hui, ça a échoué et on pourrait presque faire les liens. Messianisme compensatoire. Aujourd'hui, c'est le Québec comme société exemplaire sur le plan progressiste. Les vraies affaires, l'économie, la réduction de la politique à très peu de choses, donc des querelles locales qui font en sorte que le commun des mortels s'en désengage. Votre livre est un livre consacré au 19e siècle canadien-français, mais il nous permet par ailleurs de penser le Québec d'aujourd'hui. Alors, je vais faire un pas de côté. Je sais pas que je vais éluder votre question, mais pour répondre à votre question, je dois dire quelques mots sur ma conception un peu de l'histoire. Bien sûr. Je n'ai pas... l'histoire n'est pas une matière morte qu'on étudie un peu comme un entomologiste étudie les fourmis. Il n'y a aucun lien entre le chercheur et son sujet de recherche. Des fourmis, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on les observe avec une espèce de distance vraiment très grande et on tente de tirer des conclusions par rapport à ces petites fourmis qu'on a étudiées pendant des années. L'histoire, on est dans l'histoire et je pense que c'est tout à fait légitime que d'essayer de réfléchir à notre présent avec l'histoire.
Mais il en a toujours été. Si Cette vous me permettez. perspective, ben justement, cette perspective, elle était celle des vieux humanistes qui se penchaient sur la chute de Rome ou le début de la République, sur l'histoire ancienne, pour y chercher des modèles, oui, mais pas seulement, pour voir comment fonctionnaient un peu les passions humaines, et ça nous inspirait, et on relisait Plutarque de génération en génération dans cette perspective-là. Alors, évidemment, on peut pas plaquer. C'est vrai qu'avec le 19e siècle, on a vécu des transformations absolument époustouflantes. Les deux grandes révolutions, comme le disait Robert Nisbet, c'est-à-dire la révolution industrielle, révolution de la démocratie. Et donc, certains vont dire, mais toute comparaison avec le passé n'est pas recevable, puisque nous vivons dans une époque tellement différente. Alors, je m'inscris un peu en faux avec ça. Je crois que, oui, on doit, les historiens sérieux, patentés, bien sûr, doivent avoir le plus grand respect pour la vérité, puis tenter d'avoir une distance par rapport à ce qui est étudié. Mais en même temps, c'est légitime de chercher dans le passé des réflexions qui peuvent nous inspirer au présent. Ça c'est un point important, et avec tout ce qui se discute en ce moment sur les noms de rues, puis on y reviendra peut-être, mais bon, c'est une... Alors donc, moi, quand je suis allé vers cette génération, tout ça remonte à la fin des années 90, j'avais été très engagé en 95, et donc quand je me lance dans mon doctorat, au fond, j'essaie de trouver une génération qui ressemble un peu à la mienne, c'est-à-dire qui vient après la défaite, un grand élan collectif qui n'a pas fonctionné. Alors, je trouve que la génération patriote, c'est un peu comme la génération des baby-boomers, mettons, la génération lyrique, étudiée par Ricard, qui a vécu un grand élan historique. Et nous, on est la génération d'après, qui vit les lendemains un peu désenchantés de cet échec. Oui, je pense que c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Donc, je me permets de faire ces réflexions, même si c'est pas le cœur du livre, je veux quand même le dire. Non, je le dis, c'est pour ça que c'est en conclusion, c'est une série d'études, mais à la fin, vous nous ouvrez vers une telle réflexion. C'est vrai, c'est comme en pointillé, ces personnages-là méritent d'être étudiés en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais c'est vrai que je ne peux pas faire autrement que d'établir des parallèles entre cet esprit de la survivance qui a dominé le 19e siècle, même si les gens de l'époque ne disaient pas qu'ils étaient des survivants, et aujourd'hui, par justement les vraies affaires, cette manière qu'on a depuis quelque temps, depuis 95, d'écarter la question du régime, de la mettre sous le tapis, c'est une question qui gêne. On sent, et c'est pas pour rien si Jean-François Lisée en ce moment reporte le référendum, c'est qu'il sent bien que c'est comme si la population du Québec, y compris des souverainistes, ne veulent pas se poser cette question. Il y a un malaise, il y a un problème. Et donc, comme on ne pose pas la question du régime clairement et de façon nette, eh bien, on a des soupapes. Et puis, oui, en ce moment, la soupape, au fond, on a de nouveaux moralistes. Il y a eu les moralistes ultramontains du 19e siècle, mais on a les nouveaux moralistes qui disent que le Québec, c'est une société exemplaire, comme vous le disiez, sur le plan du progrès, à tout point de vue, et donc, à défaut d'être une société normale, on devient une société moralement supérieure. C'est... effectivement, on peut surtout pas réduire votre ouvrage à une forme de réflexion historique qui nous conduirait simplement au présent politique. Vous notez d'ailleurs que la notion de survivance, sur laquelle qui est finalement le thème qui rassemble votre ouvrage, n'apparaît pas au moment où on assimile à peu près à partir de 1840, on considère que la survivance commence. Mais et probablement que les Canadiens français commencent à agir politiquement à la lumière de cette intuition qui n'est pas encore un concept. Mais à quel moment apparaît dans l'histoire du Québec la notion de survivance? À quel moment commence-t-on à interpréter finalement le 19e siècle canadien-français sous le signe de la survivance? Ce serait probablement sous la plume de Lionel Groulx que le terme vraiment surgit. Et il va vraiment marquer les esprits. J'avais été frappé à la lecture d'un mémoire de Maxime Raymond Dufour, un mémoire qui portait sur les premiers manuels
du 19e siècle, disons autour des années 1870-80, où des manuels d'histoire du Canada, là, du Canada français, et il montrait finalement le côté très optimiste. Oui, il y avait eu la conquête, oui, il y avait eu l'acte d'union, mais on avait tiré notre épingle du jeu, puis on avait eu des grands héros. Donc, la survivance, et donc, nulle part était-il question de survivance. Mais Groulx, lui, va utiliser le mot dans un contexte, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, dans un contexte où il craint une deuxième conquête, c'est-à-dire la conquête économique, avec cette et culturelle, mais au sens large, au sens anthropologique, culturelle au sens de mode de vie. Hein, nous étions en train de nous acculturer au mode de vie américain avec l'urbanisation et tout ce qui venait avec. Et donc cette inquiétude chez lui, justement, l'a amené à parler de survivance. Mais c'est important de le dire, chez Groulx, évidemment. La survivance, c'était pas un terme dépréciatif. Ah non, elle est héroïque chez lui. Elle était héroïque, elle était de l'ordre du miracle, un miracle souhaité, enfin ordonné par la Providence. Hein? Mais c'est plus tard, avec les années 60-70, que sous la plume de ceux qui tenteront des synthèses du nationalisme, Louis Balthazar ou Denis Monnière, que le terme deviendra beaucoup plus dépréciatif, sera associé à un nationalisme qu'on disait défensif, et c'était un peu comme l'envers de la médaille de l'époque des années 60, donc des années de grand enthousiasme collectif. Il nous reste 2 minutes avant la pause. Je me permets de vous relancer sur une question très particulière. Dans l'esprit des Canadiens français du 19e siècle, donc après l'Union, est-ce que lorsque la Confédération arrive, par exemple, pour eux, c'est une victoire? Est-ce qu'ils se disent, sur le fond des choses, on vient au moins de regagner quelque chose? Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit? Traditionnellement, l'interprétation séguiniste, ou à tout le moins voyait dans la Confédération, le parachèvement de l'Union qui consacrait la conquête. Quand on pense à la génération réformiste, finalement, que vous avez étudiée, pour eux, est-ce que c'est une victoire, d'une certaine manière, cette reconquête d'institutions partielles? Ça mériterait d'être étudié plus en profondeur. J'ai l'impression que ça venait justement écarter définitivement la question du régime. Ah oui. On venait dans le fond, de confirmer le gouvernement responsable et de se donner quelques pouvoirs dans des domaines qui nous étaient chers. Mais il y a personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui sabre le champagne, non. Et vous dites la question du régime disparaît véritablement. Est-ce qu'elle sera maintenue dans les marges du débat politique d'une manière ou de l'autre? Oui, par exemple, Honoré Mercier va la ramener, mais timidement, puisque une fois sa conférence interprovinciale tenue en 87, il tente pas vraiment de faire de réforme constitutionnelle. Lorsque le député Francoeur propose en 1917 sa motion sur la séparation, la sécession, ça n'aura aucun lendemain. C'est pas une idée c'est peut-être une idée qui flotte dans l'inconscient, mais on sent que c'est là, mais ça ne. Tout le monde en a entendu vaguement parler, mais ça n'a rien d'un projet politique. Ça n'a rien d'un projet politique, y compris pour Maurice Duplessis, par exemple. Alors nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour poursuivre la discussion avec Éric Bédard sur le thème survivance, le thème de son dernier ouvrage. Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour une discussion avec Éric Bédard qui vient d'écrire et de faire paraître en fait aux éditions du Boréal Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français. Alors, Éric Bédard, il y a 2 textes particulièrement qui ressortent, parmi tout l'ensemble des textes sont intéressants, mais 2 textes qui se distinguent parce que c'est comme l'angle d'approche est un peu différent. C'est un texte que vous consacrez d'abord à Crémazie, et un autre de Gaspé-Beaubien. Donc, Crémazie, le poète national, disait-on pendant longtemps, de Gaspé-Beaubien, l'auteur des Anciens Canadiens, ainsi de suite. D'abord, je voudrais vous poser quelques questions sur le texte consacré à Crémazie, qui est absolument fascinant. C'est-à-dire, vous nous présentez Crémazie comme un poète emporté par le lyrisme patriotique, mais qui a une vie assez compliquée, qui va finir ça dans l'indigence en France, ainsi de suite. Emporté par le lyrisme patriotique, mais qui s'enorgueillit de se fermer à toute forme de
sentiments, appelons ça les passions humaines les plus intimes, qui ne sont pourtant pas des passions insensées. On en a fait quelques fois, vous nous dites, le Chateaubriand canadien-français. Or, quand on lit Chateaubriand, et on le sait, vous êtes un lecteur de Chateaubriand, au point de lui avoir consacré un grand texte dans Le Devoir il y a quelques jours, quand on lit Chateaubriand, la grande histoire cohabite avec les passions intimes les plus violentes et les plus humaines, d'une certaine manière. Parlez-nous un peu largement d'avoir, mais de ce personnage si singulier qui est Octave Crémazie. Qu'est-ce qui vous a poussé vers lui et qu'en retenez-vous? Alors, Octave Crémazie, j'ai toujours été fasciné par son exil. Parce que vous savez, on nous parle souvent de l'importance qu'ont eu chez nous nos retours d'Europe. Il y a un ouvrage que vient de consacrer Michel Lacroix au Retour d'Europe. C'est un ouvrage fascinant. Les Retours d'Europe, moi, c'est un thème qui m'a toujours intéressé. On a dit de Garneau qu'il était un de nos premiers Retours d'Europe parce qu'il avait été secrétaire de Denis Benjamin Vigée à Londres et bon, il a assisté, il a été en Europe au lendemain de juillet 1830 et que ça l'a beaucoup marqué. Alors, donc, le point de départ, c'est je m'intéressais à l'exil de Crémazie et je voulais voir, comme moi je m'intéresse beaucoup aux idées politiques, je voulais voir ce qui ressortait notamment de son fameux journal de la Commune de Paris. C'est quand même incroyable. Il était à Paris durant la Commune de 1870-71 et en fait, ce qui est son journal, c'est qu'au départ, c'était des lettres. Il écrivait évidemment régulièrement des lettres à sa famille, mais ça s'est transformé en journal puisque le courrier ne fonctionnait plus. Il y avait un embargo, hein, la ville était complètement encerclée. Alors donc, il a transformé ce qui était une lettre en long journal. Bon, alors je voulais voir qu'est-ce qui ressortait politiquement. Bon, je l'ai vu assez rapidement. C'est quelqu'un qui était un bonapartiste, très attaché à la grandeur du Second Empire et à l'espèce d'aura de napoléonienne qui avait traversé le 19e. Un homme politiquement plutôt conservateur. Il est très monté contre les avocats, c'est drôle. Il associe pour lui la République aux avocats. C'est pas complètement faux. Il est plutôt aussi misogyne. Il se moque de ce mouvement, mais avec des mots assez acerbes. Alors, et là, en lisant sur lui, ben là, c'est souvent ça qui est intéressant dans la recherche. Hein. Finalement, on prend une route qu'on n'avait pas prévue. C'est que là, évidemment, je lis les travaux des littéraires qui disent c'est un peu Chateaubriand a été influencé par le mouvement romantique, le romantisme. Oui. Et le hasard fait que j'ai lu, il y a quelques années, les Mémoires d'Outre-Tombe. J'ai pas la prétention de tout connaître les romantiques français, mais celui-là, je le connais assez bien. Et là, je me suis mis à lire des critiques littéraires qui disaient de Crémazie. Crémazie est un romantique. Donc, sa manière d'écrire, ses références, très 19e, mais un romantisme sain. Oui. Ça, c'est écrit dans les années 40, 50 par des critiques littéraires dont j'ai oublié le nom, de Séraphin Marion, un autre. Bon. Un romantisme sain parce que, justement, il n'explore pas les méandres du moi. Il n'explore pas ces passions humaines qui sont liées à l'amour, aux déceptions, alors que justement Chateaubriand, lui, c'est le côté qu'on n'aime pas chez lui, disent ses critiques. Hein? Donc c'est un mauvais romantisme. C'est quand même culotté de dire ça. Alors moi, ça m'a vraiment fait rire. Et là, je me suis dit, je me fais sourire en fait. Et là, je me suis dit, au fond, Crémazie, au contraire, c'est ce qui fait peut-être la sécheresse de sa prose et de sa poésie, c'est qu'on est là face à un écrivain, et ça c'est le cas peut-être d'une petite société qui voulait se donner des lettres. On est là face à un homme qui publiait des poèmes de circonstances, donc c'était souvent des revues de l'année, ou encore un poème qui avait un rapport avec la visite de la Capricieuse, ou le centenaire de la bataille des Plaines d'Abraham. Poésie de circonstances, mais justement, le poète de service, un peu. Oui. Et donc, il fait des vers quand on lui demande. Et lui-même s'en moque un peu dans sa correspondance à Cassegrain. Il se moque un peu parfois vous trouvez des rimes en nation, patrie, puis ça fait vibrer les gens. Il a lui-même, on voit qu'il a pris une distance par rapport à ça. Et justement, donc, quand on a une littérature au service d'une cause, que ce soit la cause de la nation ou du socialisme, ou peu importe
porte la cause, mais ça fait pas nécessairement de la bonne littérature. C'est quelque chose de convenu et c'est pas ça qui nous fait avancer. Et donc on a justement chez Crémazie qui, dans une de ses lettres à Casgrain, se vante de ne jamais avoir exploré justement les méandres du moi, voilà. Et je trouve que justement c'est ce qui est décevant, puisque justement comme il était en France, il a une distance par rapport au Canada français qui est pleine de lucidité, hein, et ça fait que ses lettres sont vraiment bouleversantes, hein, ce qu'il dit sur la langue, la littérature nationale naissante, sur aussi l'absence d'institutions littéraires pour faire vivre des écrivains, tout ça est lumineux, et c'est pour ça d'ailleurs que cette correspondance-là est facilement accessible aujourd'hui en livre de poche, et il doit être lu. Mais vous remarquerez que les gens ne lisent plus, sauf dans des cours d'histoire littéraire, la poésie de Crémazie. Alors qu'on risque de lire longtemps Miron. Parce qu'il y a quelque chose qui parle au cœur humain, par-delà les époques. Mais il n'y a pas ça chez Crémazie, malheureusement. Certains disent que son dernier poème, là, qui était inachevé, j'oublie, Ode sur les morts, j'oublie le titre exact, était beaucoup plus fort, mais c'est ça. Donc, Octave Crémazie, ça montre aussi l'impasse d'une littérature au service d'une cause. Ouais, alors je vous relance là-dessus parce que c'est tout à fait fascinant. C'est à lire ce chapitre, on a l'impression que c'est comme si tout ce qui relevait de l'intime, mais pas l'intime au sens gênant, l'intime, c'est-à-dire ce qui caractérise l'homme dans ses passions les plus fortes, était traité à la manière d'un petit résidu malpropre qu'il fallait laisser de côté. Et on en vient à se demander, puisque Crémazie était le poète national, on en vient à se demander si la culture canadienne-française de l'époque, à tout le moins, permet l'accès à ces sentiments, ou est-ce qu'elle fonctionne sur le refoulement systématique? Est-ce que c'est une question qui vous... Parce que j'ai l'impression que vous y répondez implicitement en disant, voilà une époque où la culture canadienne-française, ne serait-ce que pour se développer, a besoin de thèmes pompiers, de thèmes patriotiques, de thèmes cocorico, et que ça serait pas sérieux si elle confessait quelque intérêt pour les passions de l'âme qui ne sont pas des passions qu'on peut traduire en slogan politique. Exactement. Ben vous avez absolument raison. Ça m'a frappé. Et d'un côté, j'admire le travail de tâcheron de l'abbé Casgrain qui veut vraiment construire une littérature nationale, mais en même temps, on comprend très vite en découvrant un peu plus Casgrain, que cette littérature nationale ne va pas nécessairement traverser le temps, ne va pas elle a une fonction plus sociologique qu'artistique. Exactement, elle a une fonction sociologique, mais il n'y a rien là qui va rester, alors qu'on lit encore Chateaubriand. Alors, Chateaubriand, justement, réussit dans les Mémoires d'Outre-Tombe. D'ailleurs, j'aimerais bien explorer la réception des Mémoires d'Outre-Tombe, parce que, vous savez, Chateaubriand était évidemment admiré par les ultramontains et les gens d'église, parce qu'il avait écrit le génie du christianisme, chez sa maîtresse d'ailleurs, dans un livre où il faisait l'éloge du mariage. Mais bon, alors il avait écrit le génie du christianisme, donc c'était comme un auteur incontournable. Mais les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est pas du tout de cette eau-là. C'est un livre à la fois sur la grande histoire de son pays, avec des méditations sur le temps, sur la Révolution et tout, mais en même temps, un livre qui nous permet, il nous invite à explorer ce qu'il a vécu, les bouleversements plus personnels, les histoires d'amour déçues, et c'est extrêmement moderne. Alors, moi, c'est ce que j'aime dans cette œuvre, cette espèce d'alliage entre la grande histoire, donc là-dessus, un Canadien français qui parle de l'histoire de son pays, c'est bien, mais en même temps qui montre qu'il y a des passions humaines qui nous font vivre des hauts et des bas, et ça, c'est de toutes les époques. Je nous garderai quelques questions à la fin sur Chateaubriand directement, sur le texte que vous lui avez consacré dans le Devoir, très certainement, mais là, j'aimerais vous amener un instant, peut-être deux, sur les anciens Canadiens, Philippe de Gaspé-Beaubien. Alors, vous en faites aussi un portrait, vous cherchez à comprendre cet ouvrage.
ce qu'il représente. C'est pas les anciens Canadiens. Oui, excusez-moi, vous avez les mémoires, très juste. Ouais, c'est un colloque qui était tenu là-dessus par Claude Lacharité et Marc-André Bernier. Et vous cherchez à voir quel est le portrait finalement de la société qui est tracé à travers par le Gaspé-Beaubien de son enfance, la nostalgie à certains égards de la figure du Seigneur et ainsi de suite. Qu'est-ce qui caractérise de Gaspé-Beaubien? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce nom nous dit encore quelque chose aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on retrouve surtout dans son œuvre, à tout le moins? Qu'est-ce que vous en retenez à la lecture de ses mémoires? D'abord, ce qui m'a beaucoup influencé quand j'ai écrit ce texte, c'était le livre d'Antoine Compagnon, Les Antimodernes. Oui, très beau livre. Oui, Antoine Compagnon soutenait la thèse assez audacieuse que ceux qu'on pourrait appeler les antimodernes, ceux qui ont été un peu les schtroumpfs-grognons de la modernité, de Chateaubriand jusqu'à Julien Gracq, que moi je connais pas du tout, Julien Gracq, mais je connais quelques autres là-dedans. Je pense qu'il y a Péguy parmi les personnages qui le retient, sont en fait des personnages modernes par excellence. Alors, le paradoxe, c'est que ce sont des personnages qui n'ont pas été dans la réaction politique. Donc, il exclut un personnage comme Maurras, par exemple, mais des personnages qui ont donc souvent pris acte des changements, des transformations de leur société, mais qui revendiquaient le droit d'être nostalgiques. Oui, mais voilà, l'antimoderne est celui qui se désole du passage d'une époque à une autre, mais qui ne croit pas qu'il est possible d'y revenir et qui entretient une forme de mélancolie qui n'est pas par ailleurs un désir de restauration. Exactement, mais c'est pas la phrase de Roland Barthes là qui dit être moderne, c'est savoir que le passé ne reviendra pas, mais c'est l'aimer encore. Mais être il y a une formule que je trouve magnifique et que j'ai découvert dans le livre de Compagnon. Alors donc on aime encore, on est encore attaché à ce qui est disparu à jamais. On revendique le droit de le faire et on pense que ça peut même nous inspirer, mais en même temps on sait que d'une certaine façon la bataille est perdue. Bon, alors quand j'ai lu les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, j'ai un peu retrouvé cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a un ton très libre dans ses mémoires. Il va pas dans les méandres de sa vie intime, mais quand même, il raconte des histoires familiales, personnelles, assez belles. Et j'ai plus particulièrement étudié un chapitre où il parle du commun, du peuple, des gens que les seigneurs étaient responsables de censitaires. Et il raconte ses pérégrinations avec un monsieur qui était presque analphabète, mais il voit en lui une sorte de sagesse. Alors j'ai trouvé que c'était parlant. Et oui, il y a une présence dans le chapitre que vous consacrez justement à de Gaspé-Beaubien. Il y a la présence du sens commun populaire, voilà, qui pour lequel il témoigne d'une plus que grande tendresse, disons ça ainsi. Et qui le rend un peu sceptique par rapport, disons, aux grandes idéologies qui croient avoir tout prévoir, tout planifier, tout déterminer. Dernier mot sur ce personnage, quand on s'y intéresse, est-ce qu'on peut voir chez lui une des rares figures qui témoigne justement d'une nostalgie pour ce temps d'avant qui, me semble-t-il, n'est pas si présente dans la littérature québécoise ou littérature canadienne-française, de l'ordre de, appelons ça, d'une société presque aristocratique à l'ancienne. Oui. Est-ce que c'est une des meilleures, mais aussi une des seules mises en, appelons ça, une des rares entreprises de réhabilitation sous le signe de la mélancolie de ce passé qui autrement est assez difficilement accessible pour la mémoire collective aujourd'hui? Oui, en effet, parce que le système seigneurial est définitivement aboli en 1854. Ces mémoires sont publiées durant les années 60. Je pense qu'il y a une volonté chez lui d'un peu réhabiliter, de montrer que finalement ces seigneurs n'étaient pas des exploiteurs. L'historiographie a remis ça un peu en question, mais certainement qu'il y a de ça dans son travail. Quand on lit, je reviens sur l'ensemble de votre ouvrage Survivance, quand on vous lit, on sent un refus appelons ça, de juger selon deux habitudes des modernes. Donc, un refus de la téléologie, c'est-à-dire vous consacrez d'ailleurs un chapitre à ce thème-là, cette idée comme quoi l'histoire est écrite à l'avance finalement et on la juge à partir de son point d'aboutissement, et tous ceux qui n'étaient pas dans la bonne marche vers ce point d'aboutissement sont des phénomènes de personnages pas intéressants ou dangereux.
Et vous refusez aussi, si je me trompe pas, vous me corrigerez, mais le refus de les juger moralement à partir des seuls idéaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est souvent, par exemple, chez certains indépendantistes, ils vont regarder ça, puis tous ceux qui n'ont pas voulu l'indépendance à chaque moment dans l'histoire sont soit des traîtres, soit des individus diminués, soit des incapables, soit des inconséquents. Quel est le regard que vous portez justement? Je dirais pas la méthode, c'est pas le bon terme, mais quelle est votre sensibilité lorsque vous vous intéressez aux personnages historiques? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a donc ce refus explicite de la téléologie, mais cette volonté aussi compréhensive, presque empathique, de comprendre dans leur meilleure part les hommes dans des moments où ils étaient dans le brouillard de l'histoire? Écoutez, pour vous résumer ça, c'est un peu comme si je voulais que j'essayais de faire preuve à l'égard des gens du passé de la même bienveillance que j'espère qu'on aura pour moi ou pour les gens de mon époque dans l'avenir. Peut-être que personne ne s'intéressera à moi dans l'avenir, ça n'a aucune importance, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, autrement dit, j'essaie d'avoir la même bienveillance. Les gens sont complexes, les gens ont différentes facettes, les gens sont pas toutes d'une pièce. Parfois, les gens sont contradictoires, parfois les gens changent durant leur trajectoire de vie. Tout de suite, les gens qui nous écoutent pensent à eux. Probablement qu'ils opinent en disant « Oui, c'est vrai, si je regarde ma propre vie, j'ai pas toujours été d'un bloc. » Donc, quand on se tourne vers les gens du passé, je pense qu'il faut avoir cette empathie, cette bienveillance, cette ouverture, et en sachant aussi que nous sommes, aujourd'hui, en 2017, probablement prisonniers d'un certain nombre d'idées qu'on tient pour évidentes, pour claires, pour certaines, alors que dans 50 ans, peut-être qu'on dira, ces idées-là étaient curieuses. Bon, alors ça, c'est sûr que disons que c'est une attitude éthique là-dessus. Oui. C'est d'abord, premièrement. Deuxièmement, toujours conserver à l'esprit que lorsqu'on se tourne vers les personnages du passé, eux ne savent pas justement de quoi l'avenir sera fait. Aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi demain et après-demain et la semaine prochaine, il peut arriver une catastrophe, il peut arriver des événements, mais complètement imprévus. De la même façon, ces personnages-là ne savaient pas de quoi l'avenir était fait. Et l'exemple que je pourrais le plus parlant, c'est lorsque les Canadiens français, lorsqu'on décide de suspendre leur Parlement et qu'on gouverne par décret via un conseil spécial qui est mis en place par Londres, les gens en 1838-39 ne savent pas que ça ne va durer que 2 ou 3 ans. Certains pouvaient penser que ça durait très longtemps, et c'était donc extrêmement déprimant. Mais de la même façon, il faut toujours se remettre dans les souliers de ceux qui ne connaissaient pas l'avenir et essayer d'entrevoir quelles étaient les possibilités, les virtualités qu'elles avaient devant eux, ces personnes. Et je pense que quand c'est bien fait, quand une biographie ou un ouvrage d'histoire est bien fait, on essaie de passer en revue toutes les possibilités qui s'offraient aux personnages et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont choisi telle option plutôt que telle autre. Est-ce que de ce point de vue, ça peut nous amener à porter un regard particulier sur les tentatives aujourd'hui de déboulonnage de statues, de symboles et tout ça, c'est-à-dire la volonté de ne conserver que les symboles qui sont en accord avec la conception explicite qu'on se fait du présent? Est-ce que cette lecture, cette sensibilité, cette éthique qui est la vôtre, peut vous amener à jeter un regard particulier sur cette manie contemporaine? C'est que une des choses qui mérite le plus, et là ça va, c'est l'extrême inverse de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire c'est de plaquer sur le passé des valeurs du présent et de se mettre à juger ex cathedra des gens qui ont vécu dans des époques bien différentes des nôtres et aussi de ne pas mettre ça en contexte. Donc voilà, je suis mal à l'aise avec cette posture-là. Je vous dis pas que ça doit pas évoluer. C'est normal que ça évolue. On a bien changé le boulevard Dorchester pour René Lévesque. Mais en même temps, ce que je sens en ce moment, c'est la Ligue nationale d'improvisation, c'est du n'importe quoi, c'est des politiciens qui se soumettent à la rectitude politique, c'est à la tête du client, c'est à la mode du jour. Et ce que je souhaiterais vraiment, c'est que le Québec se dote d'une politique de la commémoration, qu'on ait un cadre de réflexion pour ces questions-là. On n'est pas obligé de suivre les recommandations. On pourrait créer un groupe qui
qui regroupait quelques sages, quelques personnes qui ont des opinions sur le sujet, qui nous feraient des recommandations, et à partir de là, on déciderait. Mais je trouve qu'on manque de distance, c'est fait rapidement, sans réflexion, et je ne trouve pas que c'est un climat très sain. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, 8 en fait, et c'est l'occasion de revenir sur votre texte qui est paru ce samedi, votre devoir d'histoire, dans le journal Le Devoir, sur Chateaubriand. Alors, vous revenez, Chateaubriand, qui est un personnage absolument, on en a parlé il y a quelques minutes, personnage absolument singulier, et vous notez différentes choses à son sujet. L'une d'entre elles, me semble-t-il, c'est que, bon, c'est un peu la figure de l'anti-moderne dont vous parliez, c'est-à-dire, voilà un homme qui, d'abord et avant tout, est associé au milieu de la contre-révolution. C'est les immigrés, c'est ainsi de suite, et qui, ensuite, constate que l'histoire ne reviendra pas. C'est-à-dire que la restauration n'est pas possible. Il en vient même, vous nous dites, à s'exaspérer des survivanciers, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire des gens qui croient qu'il est tout simplement possible, par un grand acte révolutionnaire, contre-révolutionnaire, de restaurer le monde d'hier, faire comme si renverser l'époque par décret. Est-ce qu'on peut d'une certaine... Et qui a par ailleurs, j'ajoute, le souci de finalement, puisqu'on est dans une nouvelle époque, l'accepter sans pour autant s'enthousiasmer pour elle. Et chercher à réconcilier néanmoins, reconnaître ses droits au passé dans la nouvelle époque qui s'ouvre. On comprend pourquoi vous êtes porté vers un personnage comme Chateaubriand, mais qu'est-ce qui peut vous amener aussi la volonté de continuité historique qu'on trouve chez lui, la tendresse envers les devanciers? Est-ce qu'on peut tirer d'une manière ou de l'autre, c'est peut-être pas une leçon, mais à tout le moins un enseignement, une réflexion sur le cas québécois à la lumière de votre lecture de Chateaubriand? D'abord parce que à la source de mon intérêt pour l'histoire et même de mon engagement politique de jeunesse, il y avait une attitude, je dirais, d'héritier reconnaissant. Je suis l'héritier de plusieurs générations et on m'a légué une société culturellement riche, des institutions et j'ai comme vision j'ai comme vision qu'une nation, ce sont les présents, mais aussi les morts qui l'ont faite. Donc, c'est un dialogue entre ceux qui ont vécu avant et ceux qui vivent dans la société. Donc, j'ai toujours été mal à l'aise avec ces formules du genre « on va changer le monde », puis tout ce qui était avant, ça vaut rien, puis on n'a pas compris, puis une posture de supériorité morale. Je suis allergique à ça. Donc, c'est sûr que je me reconnais là-dedans. Évidemment, Chateaubriand, et on est dans une bien autre société, une autre époque. Heureusement, on n'a pas eu de révolution aussi sanglante, mais on a quand même eu le mot révolution. On a quand même eu une révolution durant les années 60 et on a, à travers ça, voulu rejeter un certain nombre de choses où on a été très dur, on a manqué de bienveillance pour nos prédécesseurs, à mon avis, et je pense que ça n'a pas nécessairement aidé la cause du Québec. Donc, oui, Chateaubriand, vous avez raison de dire qu'il y a eu une évolution chez lui. Il va s'exiler en Angleterre pendant 7 ans. Il va ensuite revenir et ce que j'aime chez lui, c'est sa grande liberté. Sa grande liberté. C'est pas un doctrinaire. C'est pas un doctrinaire, c'est pas quelqu'un qui va se laisser embrigader par aucun régime, et Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs. Il ne les a pas tous servis comme Talleyrand, par exemple, pour qui j'ai pas nécessairement beaucoup de sympathie, là. Il a conservé son indépendance d'esprit. Il avait évidemment une très haute opinion de lui-même. Ça aussi, ça me plaît. Pourquoi toujours s'excuser d'exister? Il avait une bonne opinion de lui-même, mais il est resté libre, indépendant, et il a évolué, en effet, dans le sens où, très tôt, il s'aperçoit que l'histoire n'est pas répétition du même, que c'est vrai qu'il y a des changements de fond qui sont en train de se produire. Et il disait d'ailleurs qu'il était l'homme de la restauration possible. Et le possible était très important, c'est-à-dire recoudre ce que la Révolution avait déchiré. Et c'est pour ça que dans son esprit, c'était un peu une monarchie à l'anglaise, mais avec les Bourbons. Pas une monarchie, là. On n'élit pas un roi, là. Le roi est désigné par la tradition, par l'histoire. Le roi, éventuellement, ne gouverne plus, mais règne, mais assisté ou avec un gouvernement représentatif, tout à fait dans l'esprit libéral de son temps. Il va vraiment s'opposer aussi aux Bourbons lorsqu'ils vont imposer la censure. Alors, moi, je suis fasciné par cette liberté, par cette volonté de réconcilier l'histoire longue de son pays et un présent trouble.
Et donc, évidemment, je suis fasciné par son talent d'écrivain. Je reviens sur un terme qui m'a beaucoup marqué dans la lecture de votre texte, c'est justement la question des survivanciers. Alors, je pose une question qui est difficile, en fait, parce qu'elle nous heurte intimement le Québec d'aujourd'hui, mais y a-t-il aujourd'hui au Québec des survivanciers? C'est-à-dire, j'entends par là des gens qui, devant l'époque qui est la nôtre, qui est pesante, qui est écrasante quelquefois, ont la tentation de restaurer le monde d'hier, tout simplement. Quel monde d'hier? Celui d'avant 60, celui des années 90, quelquefois. Est-ce que vous sentez quelquefois cette tentation-là au Québec? Il y en a. Ou c'est marginal? Je pense que c'est plutôt marginal. Il y a eu quelques petites revues qui allaient dans ce sens-là, mais je pense que c'est plutôt marginal. Mais moi, je suis plutôt pour qu'on essaie de réconcilier ce qu'il y a de meilleur dans la Révolution tranquille, un élan collectif, une volonté de prendre de front la question du régime, une réhabilitation de la politique dans ce qu'elle a de plus fort et de plus enthousiasmant, et en même temps, une espèce de souci de la durée. Après tout, notre devise est « Je me souviens ». Alors, visiblement, la durée, l'histoire fait partie un peu de notre ADN, dans notre identité collective. On s'est défini nous, les Québécois, par le rapport au temps, beaucoup plus que par le rapport à l'espace, comme chez les Canadiens anglais, par exemple. Alors, voilà, et c'est pour ça que... Bon, et sur le mot « survivance », voyez, comment je dirais ça? J'ai une espèce oui, j'ai un respect pour ceux qui ont travaillé après les rébellions de 1837. J'ai un respect pour eux, mais c'est pas une condition dans laquelle je veux qu'on s'éternise. Oui, bien sûr. Je trouve ça triste. Il est bizarre d'avoir de la nostalgie pour une telle période. Le titre de mon livre, c'est pas Éloge de la survivance. Mais personne ne verra comme tel. Non, mais vous comprenez bien. Je tiens à le dire pour que ce soit clair pour vos auditeurs. Mon livre est pas Éloge de la survivance. J'ai un respect, tout ça, mais la survivance, c'est un état, c'est pas un état souhaitable. Et ça peut être, c'est ça. On met de côté des questions vitales. Vous dites c'est pas un éloge de la survivance, c'est très très juste. Cela dit, à l'inverse, ce n'est pas non plus une disqualification morale de la survivance. Non. Quand on dit aujourd'hui, parce que vos réflexions sur la survivance parlent un peu au Québec d'aujourd'hui aussi d'une certaine manière, est-ce que nous sommes, il nous reste une minute, c'est la question par laquelle nous clorons notre échange, est-ce que nous sommes à l'heure d'une nouvelle survivance aujourd'hui? Vous l'avez suggéré, mais pas aussi clairement que ça. Si je vous pose la question très dure, clairement. J'ai l'impression que oui, avec cette fragmentation du vote francophone, avec cette vogue des vraies affaires, avec cette incapacité de reposer la question du régime, et avec ces nouveaux moralistes qui jugent trop sévèrement le passé. Moi, oui, j'ai l'impression on assiste un peu au retour de la survivance. Alors, Éric Bédard, c'était un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à La Vie des Idées. Je vous remercie pour votre présence. Et je tiens à rappeler à nos auditeurs le titre de votre livre, Éric Bédard, Survivance, Histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français, au Boréal. Je vous invite aussi à vous procurer 2 autres de ces livres. Recours aux sources, évidemment, qui est une autre collection d'études, et Année de ferveur. Et pourquoi pas un 3e, Histoire du Québec pour les nuls. Nous sommes ici devant l'historien à l'œuvre considérable. Éric Bédard, merci encore. Merci à vous.